Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des live sessions de Niort Numérique. On arrive dans la dernière ligne droite de cette première journée. 5 thèmes durant ces live sessions. On est dans le 3e thème, prévoyance environnementale. Nous avions un grand débat tout à l'heure autour de ce sujet. On va le prolonger maintenant avec le numérique responsable en compagnie de Vincent Courboulet. Pour rappel, on estime à 40% le nombre de salariés qui ont adopté le télétravail pendant le confinement et on peut considérer quasiment 100% des collégiens et lycéens et étudiants qui ont suivi des cours par Internet pendant cette période. Le numérique, c'est évidemment un pivot incontournable de nos sociétés. On lui accorde beaucoup d'avantages, mais il est aussi désormais décrié pour ses impacts négatifs d'un point de vue climatique, mais aussi sociétal. Et c'est ainsi qu'est apparue depuis quelques années la notion de numérique responsable, c'est-à-dire un numérique capable de proposer des solutions soutenables pour la planète, mais aussi éthiques et inclusive. On peut évidemment penser que c'est aux concepteurs de ces solutions de s'en préoccuper, mais c'est finalement à chacun de nous d'avoir aussi à faire un peu de chemin pour devenir quelque part des citoyens numériques responsables. Pour vous éclairer donc sur le sujet, Vincent Courboulet, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle depuis 15 ans et vous êtes aussi le directeur scientifique et membre fondateur de l'Institut du numérique responsable, dont on a parlé d'ailleurs dans le débat tout à l'heure, une association créée fin 2018 et qui rassemble des entreprises et des organisations autour de l'expérimentation et de la promotion de bonnes pratiques pour un numérique plus inclusif et plus éthique. Et si ce plateau est à l'effigie en quelque sorte de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que la région a fait du numérique responsable un des éléments de son plan de relance post-Covid. Entendons-nous bien d'abord, Vincent, sur le terme de numérique? Qu'est-ce qu'on met derrière? Alors ça, c'est déjà une excellente question. On a souvent l'habitude de considérer le numérique comme simplement l'outil qu'on a entre les mains. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le réseau qui sous-tend le numérique est beaucoup plus large. On a une habitude qui est assez ancrée aujourd'hui, c'est de découper en 3 tiers le numérique. Il y a d'abord, je vais commencer par le plus loin, le plus éloigné, ce qu'on appelle les data centers, les centres de données. Ces espèces de gros entrepôts frigorifiés dans lesquels on stocke des dizaines, des centaines, des milliers d'ordinateurs, à la fois pour faire les calculs, pour stocker nos photos, nos informations, et aussi pour proposer et faire tourner les services, les fameux serveurs informatiques. Ça, c'est le premier tiers. Ensuite, on a un deuxième tiers qui concerne plutôt l'acheminement de la donnée, les autoroutes de l'information, les fibres optiques, les antennes réseau, 2G, 3G, 4G, 5G, et après demain 6G, donc toute la partie transfert de données, elle est prévue pour 2028, ça va à une vitesse folle. Et puis le dernier tiers, c'est celui qu'on a tous entre les mains, le fameux dernier kilomètre, notre télé, notre box, notre ordinateur, etc., etc. Tous les équipements personnels, on va dire. Donc le numérique, c'est ça, c'est le data center, le réseau, notre équipement, et puis évidemment tous les services qu'on fait tourner dessus. Voilà ce qu'on appelle le numérique. Pour comprendre le coût d'une technologie, vous dites souvent qu'il faut s'intéresser à son cycle de vie. Alors justement, on va dérouler le cycle de vie du numérique. Ça commence par quoi? Les matériaux? Oui, absolument. L'extraction des matériaux, on a parlé un peu tout à l'heure, les chiffres font peur. Les chiffres font très peur et là, l'aspect de la conférence est plutôt orienté sur l'environnement. On peut aussi évoquer l'aspect social. Donc, l'extraction des matériaux déjà se situe dans des pays où, on va dire, les réglementations sont quand même assez permissives, que ce soit la Mongolie intérieure, la Chine, l'Afrique ou voire même de plus en plus l'Amérique du Sud avec le lithium qu'il y a dans nos batteries. Bref, des pays où il est assez facile de contourner les réglementations environnementales en vigueur pour extraire, pour nous, pour nos batteries, pour nos usages, pour nos voitures. Donc ça commence là avec les premiers process de fabrication. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces premiers process de fabrication comptent à peu près pour 3/4 de l'impact du numérique. C'est-à-dire qu'avant même d'acheter votre ordinateur ou votre smartphone dans son joli boîtier en carton, 3/4. Avant même d'ouvrir le joli boîtier en carton recyclé, l'impact est là pour 3/4. Donc ça déjà c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. L'impact sociétal, parce que ce sont des enfants. Alors voilà, 40 000, un des derniers rapports a estimé que 40 000 enfants continuent à travailler dans les mines de République démocratique du Congo pour extraire majoritairement du cobalt. Et ce n'est qu'un pays parmi tant d'autres. Alors, des constructeurs décident quand même d'essayer de lutter contre ça, de mettre en place des process de fabrication, des process de contrôle qualité. C'est quand même très très compliqué d'aller tout vérifier. Donc oui, l'analyse de cycle de vie commence à la naissance, les trous qu'on fait dans la planète pour extraire. Lisa Arel nous disait que dans 30 ans, ces matériaux ne seront plus disponibles sur Terre. Alors,
c'est toujours très très compliqué. Si on reste sur les mines actuelles, dans 30 ans, il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est la fonte des banquises, qui va permettre de libérer un certain nombre de mines, enfin de zones d'extraction, voire les fonds des océans, voire pourquoi pas de nouvelles mines. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle de 30 ans, au rythme actuel d'exploitation, dans les cadres d'existence de mines actuelles. Mais demain, il suffit d'ouvrir des mines nouvelles, et donc des process de pollution majeurs, très très forts, pour extraire de nouveau des matériaux. Donc cette criticité des matériaux, en fait, dépend de notre capacité à soit les remplacer par des matériaux plus recyclables, qu'on peut recycler, soit alors d'aller faire d'autres trous dans la planète, ailleurs, raser des forêts, etc., faire travailler des enfants. Donc ça commence là. Les matériaux, la fabrication ensuite. Fabrication. L'appareil, sociétal surtout. Ouais, là on est vraiment sur des impacts sociétaux, plutôt Asie du Sud-Est, il ne faut pas se cacher. Le plus gros entrepreneur, le plus grosse entreprise de travail privé, c'est Foxconn en Chine, qui fabrique les iPhones, etc., Samsung. Il y a peu de fabricants, hein. Ils demandent tous aux mêmes fabricants. Qui sont les petites mains ? Eh bien, les petites mains, c'est des petits salariés qui travaillent dans des conditions lamentables, des stagiaires, des personnes, des jeunes on leur dit, ben voilà, si tu veux ton diplôme de médecine, il faut que tu ailles travailler sur les chaînes de tel ou tel téléphone parce que la production nécessite une sortie massive pour Noël prochain. Je vous ai entendu dire qu'on fermait à des endroits des lycées entiers pour faire travailler les lycéens. Oui, absolument. C'est des stages obligatoires. Stage obligatoire de montage de téléphone. C'est ça. Donc voilà, on est sur, sans compter l'exploitation derrière, le turnover absolument dingue, des cas de cancer déclarés parce que on préfère protéger l'appareil, la carte mère, la carte réseau, plutôt que le salarié qui travaille avec des produits chimiques. Donc voilà, on est vraiment aussi sur un deuxième impact après l'extraction du matériau, la fabrication, un impact plutôt sociétal mais très fort aussi. Et le fonctionnement Alors le fonctionnement, c'est chez nous, hein, c'est chez nous, et on a une image d'Épinal qui est le méchant data center, le gros entrepôt qu'on refroidit très très fortement. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, quand on voit les enjeux financiers d'amélioration de l'efficience énergétique et de data center, les personnes qui gèrent ces parcs vont jusqu'au demi% près d'optimisation. Donc aujourd'hui, malgré l'explosion de la capacité calculatoire et de stockage de ces data centers, le coût énergétique augmente de 5, 6, 10%. Mais on nous raconte qu'on récupère la chaleur de ces data centers pour chauffer des villes. Oui, des quartiers, des bureaux, des piscines, etc. Mais on chauffe. Donc voilà, c'est toujours un impact, sans compter l'économie de l'attention, le harcèlement, les dérives que nos sociétés font des services qu'on met à notre disposition, l'exposition massive des jeunes aux écrans, la surconsommation de vidéos, enfin, toutes ces choses qui finalement par rapport à l'extraction, à la fabrication sont peut-être dérisoires, mais qui finalement noircissent encore plus le tableau des services numériques. Et puis, comme pour tout produit, la fin de vie. Et là, c'est la question des déchets numériques, dont on se rend compte, et on a appris encore il n'y a pas longtemps, que c'était géré par des mafias, ça, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas le chiffre exact pour le numérique, mais ce qu'on peut dire, c'est que les déchets électriques et électroniques, écran, ordinateur, imprimante, mais aussi four à micro-ondes et lave-vaisselle, par exemple, représentent 53 milliards de kilos de déchets. Sur 2019. Alors, c'est difficile de s'imaginer ce que ça représente. 350 Queen Mary ou un train de 125 km. Voilà. Ouais, je vois bien. Voilà, les déchets. Et vous prenez ce train de 125 km et vous en prenez les 3/4. Et vous savez que l'exploitation, la manipulation part aux mains des mafias pour aller dans des décharges à ciel ouvert en Inde, en Asie ou majoritairement, hélas, en Afrique. Donc, le tableau est assez sombre. Et compense, et loin de moi le fait de dire qu'il faut faire moins de numérique, hein, mais par contre, on doit avoir cette vision-là du numérique pour réaliser que on ne peut pas faire n'importe quoi. On pourrait parler de l'électronisme, des impacts sur nos vies privées aussi, la gestion des données, parce que il faut en parler quand on parle du numérique. Mais alors, le numérique responsable, ça se définit comment et qui peut y contribuer ? Alors, ça se définit comment ? Ça se définit pour moi, j'adore la proposition qui a été faite par la FING, et Denis Pinsu de la FING va prendre... Intervenir juste après vous. Voilà, c'est ça. Eux, en fait, ils disent que l'urgence climatique et sociale dessine pour nos sociétés un objectif. On sait tous qu'on doit aller vers une société zéro carbone, zéro déchet, etc. On a l'objectif, mais on n'a pas trop les moyens d'y arriver.
le numérique et l'ensemble des transitions numériques dessinent des moyens. C'est-à-dire qu'on va on va numériser la société, on va développer le télétravail, etc. Mais finalement, on ne sait pas pourquoi on va le faire. Et le numérique responsable essaye de marier cet objectif d'urgence environnementale et sociale et ses moyens de transition numérique. Et donc, c'est une société qui avance sur ses deux pieds, urgence climatique et sociale, en bonne intelligence avec un développement des sociétés numérisées. Donc avant, si on parle des actions, avant les moyens, est-ce qu'il ne faut pas d'abord parler de notre manière de penser finalement, par rapport au numérique, qu'il faut modifier clairement? Il faut en tous les cas renforcer, compléter. Ouais. On est sur quelque chose qui est assez classique. Hein. C'est d'abord comprendre le problème. Il faut d'abord comprendre le problème. La deuxième étape, c'est la mesure. On peut sauter partout en disant on va faire moins de numérique, on va faire moins de numérique. Non, il faut mesurer les impacts du numérique. Comprendre, mesurer. Et puis après, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est éviter, réduire et compenser les impacts. Voilà. Cette méthodologie-là, c'est une méthodologie qui fonctionne pour beaucoup de choses, mais comprendre, mesurer, éviter, réduire, c'est vraiment un cheminement que toutes les sociétés et les citoyens, les organisations et les territoires doivent s'approprier pour aller vers un numérique responsable. Donc les 4 R, ça c'est les bons gestes, vous les avez répertoriés sous cette appellation-là, c'est quoi? Alors, je vais même en rajouter un, hein, c'est bonus. Le premier, c'est refuser. Refuser d'acheter. Je vous ai dit que 3/4 de l'impact était à la fabrication. Le refus d'achat, le refus d'achat du neuf, c'est la meilleure arme que vous pouvez faire pour limiter votre impact. C'est quoi la moyenne du renouvellement? On est sur, aujourd'hui, en termes d'ordinateur, on est sur 3-4 ans, c'est très très peu. Et en termes de téléphone et de smartphone, on est sur 2 ans et demi, et c'est vraiment beaucoup trop peu. Donc voilà, le premier, c'est le refus. Ensuite, vous avez la réutilisation, réutiliser ce qui existe déjà, la réparation, le recyclage, et le réemploi. Voilà, il en faut toujours un, c'est toujours le dernier qui en manque. Refus, réemploi, récupération et recyclage. J'en oubliais un, mais voilà, c'est bonus, c'est le teasing, je le mettrai. C'est-à-dire qu'il faut baisser notre degré d'exigence au profit de la planète, c'est un peu ça? Ouais. C'est comme pour l'alimentation, c'est comme pour la voiture, c'est comme pour les déplacements, le tourisme, etc. Au niveau du numérique, on se doit de baisser notre degré d'exigence vis-à-vis du numérique. Aujourd'hui, je vous ai glissé le fait que Samsung préparait la 6G. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de 5G. Je dis juste qu'on se doit de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin encore de télécharger, d'avoir une télé 8K? 8K, c'est une qualité qui fait qu'on est capable de voir la pore de la peau de l'acteur. À quoi ça sert? Changer la télé, changer les abonnements, changer. Voilà. À un moment donné, comprendre pourquoi j'ai ce besoin-là. Les usages ne justifient pas cette surenchère? Pas systématiquement. Voilà. C'est juste qu'il faut se dire que c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive que je dois changer ma télé. Si vous voulez en profiter, très bien, mais sachez derrière que, par exemple, un ordinateur de 2 kg, à peu près, on est sur, en termes d'extraction de matières premières, on est entre 500 et 1 tonne de matières premières pour fabriquer de 2 à 3 kilos. Oui. D'accord. Voilà, donc effectivement, vous avez un joli appareil, mais il faut s'imaginer que derrière, vous avez des tonnes d'eau, de pétrole et de trous dans la planète et 40 000 enfants qui travaillent pour extraire du cobalt pour vos batteries. C'est juste ça. Si vous en avez besoin, allez-y. Parce que vous serez plus productif, parce que vous gagnerez du temps et parce que peut-être vous améliorerez la société. Si vous en avez besoin, allez-y. Mais réfléchissez. Au niveau des entreprises, quelles actions elles peuvent mettre en place? Alors, là, ça demande quand même un vrai changement de modèle. Oui, mais elles sont prêtes. Elles sont prêtes? Ouais. Vraiment, là, on est sur le momentum, vous savez, le fait qu'on n'a pas besoin de plus de 50% des entreprises qui changent. Là, on est sur 5, 7, 8% des entreprises et ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige parce que ceux qui n'ont pas compris ont peur de passer à côté de quelque chose. Ceux qui ont compris se disent « c'est bon, on n'est plus les seuls ». Voilà. Et les entreprises précurseurs ont vraiment un intérêt. Alors, elles peuvent s'engager de plein de manières. C'est quoi les leviers d'action alors? Les leviers d'action, c'est toujours pareil. La formation et la mesure. Former ses salariés, former ses collaborateurs. Et une fois que vous avez mis ça en place, mesure d'achat, mesure de durée de vie, mesure d'impact, mesure de consommation d'électricité, voilà, tout ça. Et une fois que vous avez votre panel devant vous, en fonction de la typologie d'entreprise que vous êtes, vous dites, voilà, on va passer de 3 ans à 4 ans.
Et puis on va faire en sorte de ne pas systématiser les renouvellements des ordinateurs. Plutôt que de recevoir le mail en disant, mais voilà, votre ordinateur a 3 ans, félicitations, vous avez le droit de le changer. Eh bien, on ne va rien dire. Et si le collaborateur le garde 6 mois, 1 an de plus, très bien. Voire même, on va lui demander de rallonger la durée de vie et puis on va lui dire, si jamais tu gardes ton ordinateur 1, 2, 3 ans de plus, peut-être que quand tu renouvelleras ton ordinateur, plutôt que de prendre le bas de gamme, comme tu le regardais 3 ans, on va te mettre un petit bonus à l'achat du nouvel ordinateur. Donc il y a plein de valorisations sociales comme ça. Il y a des entreprises sur le territoire qui vont très loin dans oui, alors la Nouvelle-Aquitaine est... alors évidemment, Paris, c'est quand même le centre névralgique parce que les entreprises sont là-bas. Mais la Nouvelle-Aquitaine est vraiment aussi en très 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 bonne position. Juste à côté, on a la Maïf, qui est membre de l'Institut du numérique responsable, qui a rallongé sa durée de vie, qui travaille beaucoup avec l'économie sociale et solidaire pour rallonger la durée de vie. Son matériel passe entre les mains d'entreprises d'associations qui réparent les ordinateurs et les redonnent à des associations. On peut citer l'agglomération de La Rochelle, La Rochelle Université, qui sont aussi particulièrement... Et pour une PME, c'est tout aussi facile ? Pour une PME, on ne va pas avoir les mêmes leviers. Il n'empêche que la formation et la mesure sont... ça permet à des équipes de monter en compétences. Et puis, si par exemple, je sais que le tissu local est beaucoup tourné autour des startups, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de la conception responsable de services numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pas de produits, de services. De services numériques. Éco-conception de services. Alors l'éco-conception a une petite connotation écologique. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de conception responsable. Ça inclut l'électronisme, ça inclut l'accessibilité, ça inclut les territoires ruraux. Globalement, l'idée, c'est de dire le service que tu vas sortir, plutôt que de te dire qu'il va tourner sur le matériel de demain, je suis capable de te garantir qu'il va tourner sur les équipements d'hier. Il y aura le même degré d'innovation, les mêmes services, mais il va tourner sur le matériel d'hier. Il n'y aura pas besoin de la fibre, il n'y aura pas besoin de la 5G. C'est ça les conceptions de services de demain. Le label numérique responsable, ça commence à se développer, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Lisa Harel. Il y a des entreprises du territoire qui le sont déjà ou qui sont en voie de l'être ? Alors, il y a le service communication de la ville de La Rochelle, l'université, Pôle emploi, la DSI de Pôle emploi à Bordeaux, Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça ? Alors, là, si vous voulez la Rolls des politiques du numérique responsable, vous avez ce qu'il faut. En fait, ils ont décidé globalement de dire, voilà, toute la refonte de notre système d'information va se faire avec, au cœur, le numérique responsable. Et l'ensemble des leviers du numérique responsable, l'achat, la formation, l'électronisme, le handicap, les économies d'énergie, l'éco-conception, tout ça, c'est au cœur de la transformation du SI de Pôle emploi. Donc oui, on a des rôles là-dessus. Et la labellisation, elle est exigeante ? La labellisation est exigeante. Le premier pas pour aller vers la labellisation n'est pas non plus trop exigeant. L'idée, c'est surtout de mettre en place une politique d'amélioration continue dans les entreprises pour indiquer que oui, j'ai pris en compte cette problématique, je l'ai diffusée depuis ma stratégie jusqu'à mes achats, tous les secteurs d'activité sont concernés, la communication, etc. Et je m'engage vers une politique d'amélioration continue pour améliorer l'empreinte du numérique. Utiliser le numérique, mais améliorer son empreinte. Vous parliez tout à l'heure de la formation, ça veut dire que l'acculturation des collaborateurs, c'est un enjeu très important, celle des dirigeants tout autant d'ailleurs. Oui. Ça passe par eux. Oui. Alors ça passe par tout le monde, mais à un moment donné, si les dirigeants ne sont pas convaincus de l'intérêt stratégique pour leur entreprise d'y aller, ça va être très compliqué. Donc, les leviers ne sont pas les mêmes. Vous allez convaincre un comité exécutif de l'exemplarité, de l'économie d'énergie, du risque réputationnel, des avantages réputationnels. Vous allez convaincre un collaborateur par les montées en compétences, l'apport de sens à son métier, le fait qu'il puisse, pour quelque chose qui finalement était un petit peu hors sol, aujourd'hui le développement c'est un petit peu hors sol, justement ça le rapproche du substrat de la planète, du substrat social et environnemental. Voilà, la communication est ravie de faire de la communication responsable. La notion de je tweet dont j'existe, maintenant elle sort de là. Le fait de dire si j'ai pas besoin de vidéo, je fais juste une audio. Voilà. Et donc, je divise de 80% l'empreinte de stockage, etc., etc. Donc, ça concerne tous les corps de métier et surtout, ça fédère les équipes pour dire oui, le numérique, c'est fondamental, mais la planète et le social l'est tout autant.
ne les opposons pas et allons dans cette démarche-là. Ça, c'est l'esprit des ambassadeurs que vous voulez former dans les entreprises? Oui, en fait, c'est une demande qui a été faite très tôt par les boîtes en nous disant, écoutez, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Nous, on veut des relais. Ouais. Et l'idée, c'est ça. Donc, l'idée de la formation des ambassadeurs du numérique responsable, c'est de former ce qui, pour nous, à ce qui pour nous est un ensemble de compétences nécessaires pour des collaborateurs pour développer, pour avoir la légitimité de parler et de déployer le numérique responsable. Analyse de cycle de vie, accompagnement, conduite du changement, sensibilisation, numérique responsable, etc. On a 6 schéma directeur numérique responsable. Donc on a plein de petites formations qu'on a agrégées et on appelle ça la formation des ambassadeurs numérique responsable. On était à une étape de on a le projet, mais est-ce que quelqu'un est d'accord pour le financer? Et la région Nouvelle-Aquitaine nous a dit ouais, nous ça nous intéresse. Ah oui. Donc on a les 15 personnes qu'on souhaite former à devenir des ambassadeurs, formez-nous-les. Et voilà. Et le deal est en train de se faire assez naturellement avec un territoire qui veut changer lui-même et pas faire changer les autres, mais changer lui-même pour donner l'exemple et des compétences de La Rochelle Université et de l'Institut du numérique responsable pour dire on est capable de vous accompagner à faire ça. Tout à l'heure, on a eu une question dans le débat sur la prévoyance environnementale et je vous invite à poser vos questions évidemment à Vincent Courboulet sur le fil Twitter sur est-ce que finalement, quelle est la responsabilité des GAFAM sur la question de l'obsolescence évidemment des produits. Parce que c'est pas qu'à nous finalement, enfin c'est à nous effectivement de changer notre manière de penser et d'agir. Mais alors le problème des GAFAM et d'autres développeurs de services, c'est qu'ils sont souvent appuyés sur la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi qui dit la puissance de calcul va doubler tous les 2 ans. Donc vous êtes éditeur de jeux, de services, vous dites bon ben moi je vais sortir mon service dans 2 ans, mon nouveau jeu dans 2 ans. C'est quoi les consoles qui vont sortir à l'époque? Donc elles vont être 2 fois plus puissantes. Ben, j'y vais parce que je veux vendre. Et les fabricants de matériel disent si je veux être capable dans 2 ans de pouvoir supporter les jeux, je dois doubler la capacité. Donc c'est un jeu du chat et de la souris qui s'arrête jamais. Les GAFAM, comme les éditeurs de jeux, sont responsables de l'impact environnemental, mais finalement pas plus que les Chinois, voilà, tous les éditeurs sont responsables. Après, les GAFAM ont cette responsabilité peut-être plus grande qui est la gestion de nos données, la collecte, le vol de nos données privées. Et là, effectivement, là-dessus, ils sont beaucoup plus responsables. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de la pub pour nous dire n'achetez pas, ne renouvelez pas tous les 2 ans. Non. C'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt, c'est pas leur intérêt aux éditeurs. Quand en plus vous êtes à la fois fabricant et éditeur, comme certaines marques à la pomme ou d'autres qui font les deux, Microsoft aussi le fait, évidemment votre intérêt c'est vraiment de trouver les leviers pour dire renouveler le matériel. Mais les choses sont en train de changer et plus qu'une économie de l'achat, une économie peut-être est en train d'émerger et qui est tout aussi intéressante si ce n'est plus, c'est l'économie de la fonctionnalité, qui responsabilise à la fois le fabricant en disant « votre matériel, je ne vais pas l'acheter, il va être à moi, il va être à vous, je le loue. Donc vous avez tout intérêt à faire en sorte qu'il me dure, mais que vous n'ayez pas trop à le réparer et pas trop à le renouveler. » Et donc c'est du gagnant-gagnant. Donc cette économie de la fonctionnalité est en train d'apparaître. Il y avait une question sur ce sujet justement, est-ce que c'est compatible avec sobriété numérique cette économie ? Bien sûr. L'économie de la fonctionnalité est une des solutions pour limiter l'impact du numérique. La notion d'achat est une notion qui est, je ne vais pas dire vouée à disparaître, mais on le voit bien, on envisage plus facilement de louer un équipement, un outil électroportatif parce qu'on en aura besoin qu'une fois. Donc cette économie de la fonctionnalité, elle est intéressante, elle est vraiment intéressante. La 5G, on sait que depuis quelques jours que les appels d'offres vont être lancés fin septembre, le 29 je crois, quelque chose comme ça. Là, les fabricants de smartphones se frottent les mains parce que de toute façon, il faudra des téléphones compatibles. Donc, il va y avoir un renouvellement du parc considérable. Oui. C'est terrible. Est-ce qu'il faut aujourd'hui interdire les forfaits 4G, 5G limités, comme l'a suggéré le ministre ou le secrétaire d'État? Alors, en tout cas, il faut expliquer. Un forfait illimité, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des opérateurs téléphoniques qui commencent à apparaître au niveau de coopératives de téléphonie. Oui, la notion d'illimité doit disparaître. Je veux dire, on doit être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on achète, de ce qu'on coûte. Le 1er janvier 2022, les opérateurs, c'est la loi, auront pour obligation, dans la facture, de donner un équivalent carbone, un équivalent des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation des données des utilisateurs. Donc les choses sont en train de changer. Ça passe par l'information, ça passe par la mesure, ça passe par toute une série de process. Effectivement, l'illimité est appelé à disparaître parce qu'il n'y a jamais de vrai illimité. Et oui, les fabricants se frottent les mains parce que la 5G va se vendre. Donc
plutôt que d'interdire la 5G qui ne veut pas dire en soi grand-chose, posons-nous la question de savoir si on en a vraiment besoin. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, là, maintenant, c'est un peu tard. Hein. C'est lancé. Pour terminer, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, ou imaginer en tout cas qu'un consortium d'acteurs publics et privés s'engage dans le numérique responsable plutôt que finalement on fasse les choses chacun dans son coin? Ouais. Ça existe ou c'est... Oui, c'est une excellente question, à tel point qu'on est en train de travailler aujourd'hui, à la fois avec la région et avec les acteurs locaux, sur la notion de territoire numérique responsable. Ah oui. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la création d'une Silicon Valley humaniste, d'une Silicon Valley à la française, alors, voilà, mais sur le territoire qui va de La Rochelle à Niort et qui peut remonter peut-être sur les ateliers du bocage pour l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de faire une expérimentation, de voir si on est plus fort ensemble avec les associations, des grandes entreprises, des petites TPE, des clusters et des politiques. Donc l'idée, c'est de unir nos forces pour dire, est-ce que, coincé entre deux métropoles, on peut avoir un nouveau modèle de numérique responsable pour nos territoires de développement, et pourquoi pas, à moyen terme, de la même façon qu'on a des territoires zéro chômeur, des territoires zéro déchet, avoir des territoires numériques responsables. Merci Vincent Courboulet. En janvier paraîtra chez Actes Sud Vers un numérique responsable, oui. Que vous avez écrit. Oui. Vous reprendrez évidemment un certain nombre d'éléments qu'on a expliqués aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. La keynote maintenant pour terminer cette première journée des live sessions de Niort Numérique.